session. Alors, comme je le disais tantôt, bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs, chers participantes, chers participants. Bonsoir et bonjour, dépendamment de vos positions actuelles. Nous invitons ceux qui ont des noms plutôt étranges sur le chat de bien vouloir changer leur nom, changer l'intitulé dans le chat. Il y a Madame ou Monsieur Lenovo, c'est pas un nom. Je vous prie de bien vouloir renommer votre identité sur le chat. Et je pense qu'il y a iPhone également. iPhone, je pense que c'est déjà changé. Voilà, c'est important de respecter ces règles de base que nous nous sommes fixées au début de ce parcours pour que nous puissions vous identifier par vos noms lorsque nous voulons vous interpeller. Donc, bienvenue une fois encore. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous ne sommes pas là pour prendre des nouvelles de week-end. On doit se focaliser sur l'objectif, la raison pour laquelle nous sommes connectés actuellement. Et je peux vous assurer, pour ceux qui se sont connectés tardivement, que nous avons déjà grignoté 10 minutes de notre temps. Et le temps de notre expert de la journée est très bien compté. Docteur Yao, est-ce que vous êtes là? Docteur Oui, Yao? mon très cher Graciano, je suis là. J'espère que vous me recevez très bien. Oui, 5 sur 5. Merci. Ce serait bien que vous puissiez mettre votre caméra aussi pour que les participants puissent voilà, interagir avec vous derrière votre caméra, bien évidemment. C'est toujours intéressant de voir celui qui nous D'accord. parle et celui avec qui Ouais. nous parlons. OK, Donc, c'est merci, bon. merci, docteur, de bien vouloir garder donc, la D'accord. Le caméra plaisir pour est cette session. partagé. Donc, comme vous le savez, hein, et à l'accoutumée, nous sommes accompagnés dans le cadre de ce parcours par plusieurs institutions, notamment l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo, la GIZ, mais aussi l'École de santé publique de l'Université de Columbia qui nous appuie donc techniquement dans le cadre de ce parcours-là. Et comme vous pouvez le voir, les experts qui nous ont entretenus la semaine passée, nous nous viennent donc de la GIZ Togo et aujourd'hui nous serons entretenus ou pour le compte du module 3, je vais dire, nous serons donc accompagnés de l'expert Yao Apeleti Komlagan Maouli, voilà, j'espère que j'ai respecté le nom, qui nous vient donc de l'université de Lomé. Je vais le laisser se présenter quand il va prendre la parole. Et voilà, et pour démarrer la sixième session de ce parcours de formation. Cher Stanislas, est-ce que tu es là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher Graciano. Bonsoir, docteur. Je suis là et bonne cérémonie. Je vais dire bonne séance de formation à tout le monde. Merci. Merci Stanislas, notre ami de tous les jours. C'est lui qui vous envoie des messages tout le temps dans le groupe WhatsApp pour vous rappeler les échéances, les dates, les rencontres et tout ça. Merci et je vous prie donc de lui envoyer de chaudes mains d'applaudissements si vous êtes vraiment connecté ce soir. Et sans plus tarder et sans transition, je vais laisser la parole au docteur Yao. Docteur, si vous voulez bien prendre la parole, je vous laisse la main. Et remercie au passage Monsieur Hakim qui va nous entretenir à partir de mercredi prochain. Il est tout le temps connecté pour voir comment les choses se passent, histoire de prendre la température de la salle pour mieux préparer son intervention. Donc, préparez-vous, il y a de grandes choses qui vous attendent pour cette semaine une fois encore. Merci à toutes et à tous et très bonne session à nous. Ah, d'accord. Mon frère Graciano, voilà, je pense que je peux prendre la parole. Oui, bien sûr. D'accord. Merci, merci, mon très cher frère. Merci à tous pour cette participation. D'accord, voilà. Permettez-moi que je vous salue d'abord et que je remercie vivement hein, les organisateurs de cette formation. Voilà, il y a mon frère Graciano, mon frère Stanislas. Bon, c'est vrai que je ne connais pas tout le monde, mais je vous remercie et merci vraiment pour le choix porté sur ma modeste personne, hein, parce que, vous savez, je ne suis pas le seul à posséder ou bien à pouvoir faire passer ce module, mais vous m'avez choisi et ça, sans vous mentir, ça m'est allé droit au cœur parce que, vous savez, c'est une opportunité quand même, voilà, de pouvoir valoriser ce que j'ai appris. Donc,
Voilà, mon background, c'est la géographie et j'ai eu la chance de faire mon master et mon doctorat à Ouaskal. Donc, à Ouaskal, qui est spécialisé dans la résilience et les stratégies d'adaptation des communautés. Voilà, donc on ne va pas parler de Ouaskal, mais sans tarder, je pense que si mon frère Graciano me le permet, je vais en même temps partager mon écran. Oui, tout à fait, docteur Eric, tu as la possibilité de partager ton écran. Ouais. D'accord, merci. On demande le nom, s'il vous plaît. Merci. Ok, je ne sais pas si mon écran se fait voir. Oui, oui, c'est visible, mais ce n'est pas encore en diapositive. D'accord, Ouais. ça va venir d'un instant à l'autre. D'accord. Monsieur Norbert, vous dites que vous recevez difficilement. C'est pour dire que vous n'arrivez pas à capter le son, la voix, ça ne sort pas. C'est de mon côté ou du côté de Dr. Eric? Ok, le son du présentateur est faible. Ok, Dr. Eric, est-ce que vous Oui, pouvez... oui. euh, D'accord. Bon, est-ce que ça va maintenant? Il arrive à me recevoir? oui, je pense que c'est beaucoup mieux, hein. Vous pouvez répondre dans le chat s'il y a un problème. D'accord, c'est bon. Parfait. Oui, c'est super. Ok, c'est bon. D'accord. Voilà. Donnez-moi un peu de temps. OK. Donc, je vais reprendre. Je vais repartager mon écran. Là. Pas encore en mode diapo. Ou bien. Effectivement, pas encore en mode diapo. Voilà, Et ça je vient. pense que on Ça peut vient. toujours démarrer en attendant qu'on Voilà, oui, voilà, on peut toujours puisse démarrer. démarrer, hein. Oui, Voilà. démarrer. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème outils et pratiques de résilience climatique en santé. Donc, j'avais envoyé deux documents, voilà, hier, voilà, histoire de pouvoir permettre voilà, à nos participants de pouvoir voilà, avoir un avant-goût de ce de quoi nous allons débattre cette soirée. Donc, j'ai essayé de mon côté de quand même relever selon voilà, ce que moi j'ai proposé, euh, quelques notions que les apprenants seront en mesure voilà, d'accomplir ou de pouvoir posséder. Donc, j'ai dit aider les communautés à définir les risques auxquels ils sont confrontés afin d'élaborer une planification locale, définir des modules qui pourront être introduits dans le curricula scolaire, définir des thèmes de sensibilisation sur la pollution de l'environnement, aider les communautés à renforcer les systèmes d'alerte précoce, mettre sur pied, en collaboration avec les communautés, de petits projets verts, promouvoir les déplacements à pied et à vélo, promouvoir la culture hors sol, promouvoir les emballages biodégradables. Donc voilà, donc je me suis dit qu'à la fin voilà, de ma présentation, les apprenants devront être en mesure
voilà, de posséder ces notions. D'accord. Donc, je ne sais pas déjà s'il y a des questions. Voilà, vous me permettez de finir d'abord ou bien voilà, mon cher Graciano, vous pensez qu'on pourra évoluer comment? Oui, je pense qu'on peut évoluer dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez faire des présentations suivies des moments d'échange avec les participants et au OK. fur et à mesure, on évolue avec les notions. Ouais, Voilà. Voilà. Donc, voilà, je pense que maintenant, c'est un mode diapo. effectivement. D'accord. Donc, c'est le plan, c'est tout juste, c'est le plan de ma présentation. Donc, il y aura une introduction générale. Bon, je pense que, est-ce qu'on a besoin de lire ça? Je ne pense pas. Voilà. Donc, en introduction générale, j'ai quand même essayé de définir quelques notions. Voilà, vous savez, les définitions, voilà, changent avec les institutions, que ça soit la GIEC ou bien que ça soit UNFSC. Donc, mais, donc, souffrez quand même peut-être que vous avez d'autres définitions de ces notions, mais ne vous en faites pas. Je pense que tout compte fait, l'idée maîtresse, voilà, il s'y retrouvera. Donc, la résilience climatique, donc c'est en santé, vise à adapter les systèmes de santé pour anticiper, absorber et se remettre des impacts du changement climatique tout en réduisant leur propre empreinte écologique. Donc, ceci implique une approche intégrée, associant infrastructures durables, surveillance épidémiologique et planification d'urgence. Voilà. Et comment peut-on définir un outil? C'est un objet physique, numérique ou intellectuel servant à réaliser une action, une tâche ou à résoudre un problème. Voilà, un marteau, un tournevis ou un logiciel, par exemple. Et quand on parle de la pratique, c'est quoi en fait? Elle désigne l'application concrète, voilà, la mise en œuvre de méthodes ou les habitudes de travail d'un groupe par opposition à la théorie. On peut continuer? Ça va? Vous me suivez? Allô? Oui, on peut évoluer. D'accord, Oui, ça va. On peut d'accord. évoluer. C'est bon. Donc, le prochain slide. Bon, avec la connexion qui... Allô? Oui, oui, allô, allô, oui, je voudrais passer au prochain Non, non, si ça dérange, slide. moi, je pense on peut arrêter la diapositive et puis on peut Voilà, et utiliser puis la voilà, directement. je pense que Ouais. comme ça, voilà, c'est bon. OK. Donc, voilà, je vais juste Zoomer et un petit peu, oui. voilà, zoomer un peu, voilà. Donc, la prochaine définition sera la santé. Voilà, donc, selon l'OMS, depuis 1946, la, la santé est un état complet de bien-être physique, mental, et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, c'est vrai, hein, moi, je suis très mal placé pour définir la santé parce que voilà, j'ai affaire aux professionnels de santé. Et donc, la santé est considérée comme un droit fondamental et un état dynamique d'équilibre entre l'individu et son environnement. Voilà, ceci m'est très important. Donc, elle est considérée comme un droit fondamental et un état dynamique d'équilibre entre l'individu et son environnement. Donc, du coup, ça veut dire que pour que quelqu'un soit en bonne santé, il va falloir que cette personne soit en équilibre, voilà, avec son environnement. Et je pense que tout ce que nous allons dire dans ce module tourne autour de ces deux thèmes. Et donc, quels sont les trois piliers de la santé selon l'OMS? D'abord, il y a le physique,
c'est-à-dire le bon fonctionnement du corps et de ses organes, le mental, l'équilibre psychologique, émotionnel et cognitif, et social, la capacité d'une personne à interagir avec son environnement et à entretenir des relations satisfaisantes. Donc, ça veut dire que quand aujourd'hui, voilà, euh, euh, en tant que professionnel de la santé qui lutte pour le bien-être de la population, on ne pourra pas seulement se cantonner sur l'administration, voilà, des médicaments ou bien des injections à nos communautés, mais pour que cette communauté soit en bonne santé, on doit leur inculquer cette capacité de pouvoir agir avec leur environnement et entretenir avec cet environnement des relations satisfaisantes. Donc, les relations satisfaisantes, s'il vous plaît, ce sont des mots que vous devez garder à l'esprit, car ils reviendront très souvent. Voilà. Donc, s'il vous plaît, y a-t-il déjà des questions ou bien je peux continuer? Donc, là, je vais passer au premier chapitre qui va parler de l'approche communautaire dans la résilience climatique en santé. Aujourd'hui, quand nous parlons de la résilience, voilà, plusieurs pensent que peut-être, voilà, c'est le gouvernement qui viendra avec certaines stratégies. Oui, ça a été fait pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons développer, c'est que nous voulons mettre nos communautés au cœur de leur développement ou bien du développement de leur propre stratégie d'adaptation. Aujourd'hui, c'est très clair. On ne peut plus dire qu'on évite les impacts ou les effets du changement climatique. Non, nous sommes obligés de vivre avec. Et vivre avec veut dire que quoi? Nous devons développer des stratégies d'adaptation qui nous permettent de vivre avec les effets et les impacts du changement climatique. Ça veut dire que nous sommes appelés en tant que professionnels de santé à bâtir une bonne résilience de nos communautés si nous ne voulons pas avoir assez de tâches à accomplir. Parce qu'une fois que nos populations ne seront pas bien portantes, soyez-en sûrs, ils se dirigeront vers les centres de santé. Voilà. Merci. Donc, le chapitre 1 va parler de l'approche communautaire dans la résilience climatique. Donc, ça veut dire comment travailler, comment œuvrer avec nos communautés dans le développement de la résilience climatique en santé. On est d'accord? Très bien. Donc, je m'en vais déjà poser une première question à à nos participants. Quand on parle de l'approche communautaire, à quoi pensez-vous déjà? Parce que je sais que vous êtes déjà des hommes de terrain, vous travaillez déjà avec des communautés. Et quand on parle ou bien, voilà, quand vous écoutez, voilà, approche communautaire, bon, qu'est-ce qui vous vient en tête en fait? C'est une question qui est posée. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, voilà, il y a Madame Lamy qui a levé la main ou Monsieur Lamy, je ne sais pas. Mais bon, Lamy, vous avez la parole pour intervenir sur la question. Merci, merci, Gracia. Merci beaucoup, Monsieur Graciano. Bonsoir tout le monde. C'est Madame Lamy. OK. Mm. Selon moi, l'approche communautaire fait penser à toute action qu'on peut engager avec la communauté et pour la communauté. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire, nous allons le faire en responsabilisant la communauté. Et c'est la communauté elle-même qui va identifier les problèmes auxquels elle fait face, proposer des approches de solutions qui sont faisables localement et aussi être au centre de l'évaluation de l'intervention proposée. Merci beaucoup. Merci, merci, madame. Voilà, une autre intervention, s'il vous plaît.
En tout cas, il y a pas mal de mains levées et je pense qu'on va pas D'accord, finir, Graciano. mais Oui, au oui. fur et à mesure, on verra bien. Il y a Ok. Monsieur Idrissa qui a levé la main. Monsieur Idrissa, vous voulez bien prendre la parole? Bon, je pense que c'est bien, hein, déjà, elle a bien répondu sur tout ce qu'elle a dit, mettre ici la communauté au centre Ouais. d'intervention. Ça nous permet aussi à la communauté d'être de les responsabiliser dans l'identification de leurs besoins, mais aussi les aider à développer des forces endogènes pouvant résoudre les différents problèmes identifiés. Donc, je pense bien son intervention est mieux. On peut avancer. Merci. Très bien. Donc, on va passer la parole à Monsieur Basile. La main. Je ne sais pas combien d'interventions vous voulez prendre. Oui, bon, ouais, peut-être cinq. Voilà, nous sommes à la troisième, il reste deux, puis voilà, on va évoluer. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir, J'espère que... Basile, vous pouvez y aller, Ok. oui. Merci infiniment de m'avoir donné la parole. Et je pense que l'approche communautaire, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est de mettre la communauté au centre de la détection et de la résolution, hein, des problèmes liés à la communauté. Donc, je pense que euh, c'est de faire tout avec la communauté pour pouvoir mettre l'ensemble de la communauté à l'abri des petits soucis, des problèmes qui peuvent survenir au sein de cette communauté-là. Merci. Très bien. Peut-être encore deux personnes pour qu'on puisse évoluer. On va Oui, oui, donner oui, la Graciano, parole oui. à Sankara. Mais les nouveaux, nous n'allons pas vous donner la parole parce que vous n'avez pas changé votre nom. Et le nouveau, c'est pas votre nom, c'est sûr. Donc, on donne la parole à Monsieur Sankara. Vous avez désisté. Donc, on va laisser la parole à Luku André. Merci. Pour moi, comme le disaient les prédécesseurs, l'approche communautaire, elle est très importante dans la réalisation de tout projet, puisque les bénéficiaires de ce futur projet, les bénéficiaires, c'est la communauté. Donc, il serait important que, avant même de demander l'avis de la communauté et de tenir compte dans la réalisation du projet, de tenir compte de la résilience ou bien de la participation de la communauté. Est-ce que la communauté est intéressée? Si oui, quel est le degré? Sinon aussi, et pourquoi? Pour chercher à résoudre le problème. Voilà, donc pour moi, l'approche communautaire est très, très importante, voire même primordiale dans la réalisation des activités ou bien projets communautaires. Je vous remercie. Merci à Monsieur André et une dernière intervention, celle de Monsieur Tony Dakina. Merci beaucoup, cher Graciano. Et je ne vais pas répéter ce que les prédécesseurs viennent d'énumérer, mais il faut préciser qu'il faut mettre les populations au cœur des activités communautaires qu'on doit mener en favorisant une bonne adhésion de cette population. Aussi, il faut respecter, valoriser les connaissances locales de la population et respecter les réalités du milieu. Merci beaucoup. Très bien, merci Merci, à vous pour vos merci, merci, interventions. merci, Donc, merci vraiment à vous. Merci à vous. Donc, je voudrais déjà vous dire merci pour vos diverses réponses. Et voilà, peut-être que je ne suis pas la bonne personne quand même à le dire, mais je vous dis qu'en tant que professionnel de santé, vous vous rendez compte maintenant que vous devez porter plusieurs casquettes. Là, ça veut dire que vous ne serez plus appelé seulement peut-être, voilà, à rester dans les quatre coins ou bien dans les quatre murs de vos centres. Là, vous êtes appelé à aller maintenant vers les communautés. Parce que, comme je l'ai dit, si vous n'allez pas chez eux, soyez sûr que quand ils auront des problèmes, ils viendront à vous.
Donc, comme on le dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Si vous ne voulez pas avoir assez de malades, voilà, à gérer, je pense que maintenant, vous devez développer, en tant que professionnel de santé, développer d'autres capacités. Parce que vous parlez déjà de mettre les communautés, mettre les populations au centre. Donc, ça dit que ça, c'est une grande tâche, en fait, voilà, qui vous attend. Et c'est pourquoi, une fois encore, je voudrais féliciter les organisateurs de cette formation qui, d'une manière ou d'une autre, je suis sûr que nous qui sommes les intervenants, nous serons quand même à la hauteur de vous inculquer quelques notions qui vous seront vraiment très utiles. Donc, en entame de ma présentation, j'ai essayé de définir quelques mots. Donc, on a défini outils, on a défini pratique, on a défini résilience, on a défini santé. Voilà déjà bon, une question peut-être qui vient un peu trop vite, mais juste pour vous aider quand même à fouiller un peu vos ménages. Selon vous, est-ce que l'approche communautaire est déjà un outil ou une pratique de la résilience climatique en santé? Voilà, comme vous l'avez dit, que quand on parle de, quand on dit approche communautaire, c'est-à-dire qu'on doit mettre nos communautés, nos populations au centre des activités, au centre des projets, les associer. Donc maintenant, quand la résilience, ça veut dire pouvoir faire face au risque ou bien pouvoir faire face au danger et après rebondir ou bien revenir à l'état initial. C'est ça. Et si, comme vous-même, vous venez de définir de plusieurs manières, mais avec de très bonnes idées, avec la même idée maîtresse, l'approche communautaire, selon vous, est-ce que c'est un outil ou bien c'est une pratique de la résilience climatique? Donc, est-ce que l'approche communautaire va nous servir en tant qu'outil ou bien là, c'est quelque chose voilà, qu'on pourra mettre en pratique, voilà, qu'on pourra, je ne sais pas, voilà, qui peut être visible en fait. Voilà, c'est une question encore à vous, s'il vous plaît. Il y a Monsieur Sankara qui s'impatiente, donc nous lui donnons la parole. Monsieur Sankara. Bonsoir, merci pour la parole. J'espère que vous me recevez. Oui, 5 sur 5, vous pouvez y aller. Monsieur Sankara, vous pouvez y aller. Vous me Ah, recevez, s'il vous plaît? oui, 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 nous vous recevons, vous pouvez y aller. D'accord, d'accord. Bon, pour moi, l'approche communautaire, c'est une pratique parce que c'est sur le terrain que ça va s'exécuter. Et peut-être c'est dans l'approche de la communauté, c'est dans l'approche communautaire qu'on on aura besoin des outils qu'on pourra utiliser pour atteindre les objectifs. Donc, pour moi, l'approche communautaire est plutôt une pratique qu'un outil. Merci. Merci, mon frère. Très bien, je vois la main de Monsieur Basile qui est levée aussi. Oui, je pense que l'approche communautaire, quant à moi, c'est une pratique de la résilience climatique en santé. Et si nous pouvons observer, je me dis que nous appliquons déjà la pratique, nous appliquons déjà cela sur le terrain, sauf que ce n'est pas aussi intensifié. Il faut juste que l'on gagne les moyens nécessaires pour pouvoir améliorer et accentuer déjà ce qui existe. Puisque dans nos communautés, les populations font déjà face et sont déjà face à la situation des changements climatiques. Et donc, des idées sont en train d'être mûries auprès des uns et des autres pour voir en réalité comment améliorer nos attitudes pour faire face à ces changements climatiques. Donc, pour résumer, je pense que l'approche communautaire est une pratique de la résilience climatique. Merci. Très bien, merci Monsieur Basile. Il y a Monsieur Loukou qui veut bien prendre la parole aussi. Monsieur Loukou.
Voilà, et à l'issue des autres, hein, voilà, je m'introduis ou bien je me familiarise au même sens. Pour moi, l'approche communautaire est une pratique. Voilà, c'est vrai que la pratique, elle est existante, mais peut-être que c'est la manière de mettre en œuvre cette pratique qui ne sied pas quelquefois à la communauté. Parce que, dirons-nous, les conséquences du réchauffement climatique, les conséquences des variations climatiques impactent toutes les populations. Voilà, toutes les populations sont impactées par ce phénomène. Donc, si on est impacté par ce phénomène, il faudrait qu'on se mette tous ensemble avec les méthodes pour qu'on puisse y arriver. Donc, la communauté, vraiment, l'approche communautaire est une pratique essentielle. Il faut mettre l'accent dessus. Merci, je vous remercie. Très, très bien. Merci, Monsieur André. Et Monsieur Idrissa, vous voulez bien prendre la parole? Ok, merci docteur Graciano pour la parole. Donc, certes, mes prédécesseurs ont dit des grandes choses, mais en plus de ce qu'ils ont dit, moi, je pense que l'approche communautaire ici, on peut le mettre sous deux angles. On peut mettre l'approche communautaire sous l'angle des pratiques, l'angle pratique, c'est-à-dire en pensant que c'est une pratique, mais aussi on peut le mettre sous l'angle étant un outil. Je m'explique. Si c'est dans le cadre de la mise en œuvre des interventions sur le terrain, on peut considérer que l'approche, si on utilise l'approche communautaire, elle devient en ce moment une pratique. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'étudier, là, on peut l'utiliser comme étant un levier stratégique. Et dès qu'on utilise un levier stratégique dans le cadre, par exemple, d'une planification, dans le cadre de la prise d'une décision, là, en ce moment, l'approche communautaire peut être utilisée comme un outil. Et cela va ici garantir, ici, si on l'utilise dans nos bureaux, dans nos interventions en tant qu'outil et sur le terrain en tant que pratique, cela va garantir forcément ici le changement souhaité sur le terrain. Donc, moi, je mets dans les deux paniers, en résumé. Très Merci. bien. Merci, Monsieur Idrissa. Docteur Eric, est-ce que nous pouvons toujours donner la parole à d'autres intervenants ou bien vous Oui, voulez oui, continuer? bon, oui, j'aime l'intervention de Madame Lamy. Peut-être que je ne sais pas si elle a encore levé la main. Si elle a levé la main, si tu pourrais lui donner la parole. Bon, à moins qu'elle ait levé la main, sinon on peut prendre encore deux interventions et on va évoluer. Très bien. Il y a Madame Awa qui a levé la main. D'accord, Madame d'accord. Awa, vous pouvez prendre la parole. Voilà. Ok, merci. Bonsoir à tous. Je pense que mon intervention a pris en compte mon prédécesseur pour dire que on peut l'utiliser comme outil dans certains cas et comme pratique dans d'autres. D'accord. Très bien. Vous avez été succinct et efficace en même temps. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Tony Dakena. Monsieur Tony? Oui, merci beaucoup. Pour moi, l'approche communautaire est un outil dans la mesure qu'elle permet de faire une mobilisation sociale. Donc, l'approche communautaire, pour moi, est un outil de mobilisation sociale. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur Tony. Et maintenant, j'ai vu la main de l'ami levée entre-temps. Je pense qu'elle a désisté. Donc, je te redonne la parole, cher Eric, pour la suite de la Merci, session. merci mon frère Graciano. Une fois encore, merci, hein, merci aux participants. Merci pour les diverses réponses. Voilà, moi, je ne vais pas tout de suite donner une réponse, mais je pense que à la suite de ma présentation, je pense qu'ensemble, on pourra, voilà, déduire si l'approche communautaire est un outil ou une pratique, ou bien, voilà, si l'approche communautaire peut, voilà, prendre les deux volets. OK. Donc, maintenant, nous allons passer à la définition de l'approche communautaire. Donc, ce que moi j'ai trouvé, hein, l'approche communautaire de la résilience climatique en santé responsabilise les populations locales pour anticiper. Voilà, il y a des thèmes que j'ai mis en rouge parce que pour moi, ils sont très importants pour d'abord anticiper, réagir et s'adapter aux risques sanitaires liés au climat. L'approche communautaire de la résilience climatique en santé responsabilise
comme vous l'avez souligné, les populations locales pour anticiper, réagir et s'adapter aux risques sanitaires liés au climat. C'est-à-dire que ce soit des inondations, des maladies, la chaleur, pour ne pas parler de la sécheresse. Voilà, tout ce que nous pouvons mettre dans risque sanitaire lié au climat. Donc, l'approche communautaire renforce aussi la capacité d'adaptation via des actions locales comme la surveillance épidémiologique, l'agroécologie et la sensibilisation, faisant des communautés les premiers acteurs de réponse. Voilà. Donc, je pense que toutes ces choses, toutes ces réponses ont été déjà données, voilà, par voilà, nos participants. Et communauté, premier acteur de réponse, nous sommes mis d'accord. Elle renforce la capacité d'adaptation via des actions locales. Très bien. Donc, ça dit que, en quelque sorte, c'est comme les professionnels de la santé, c'est que forment la communauté à avoir les mêmes connaissances que eux-mêmes. Voilà. Donc, en bref, l'approche communautaire sera définie comme une pratique s'appliquant à la santé dans un système de solidarité et de dialogue. Voilà. En fait, mes mots sont bien choisis, euh, en ce sens que je suis sûr, ou bien voilà, je devine un peu le rôle qui incombe maintenant aux professionnels de la santé, s'appliquant à la santé dans un système de solidarité et de dialogue. Donc, ça peut être horizontal, ça veut dire entre pairs, que ça soit, voilà, je ne sais pas, entre les ménages, ou bien entre femmes. Bon, je veux parler de genre vertical, entre couches professionnelles, couches sociales, génération d'âge. Donc, quand on parle de l'approche communautaire, ça veut dire que nul, voilà, on ne peut s'en passer de qui que ce soit. Les couches professionnelles, même en tant que peut-être médecin ou bien professionnel de la santé, tu es obligé de faire avec les couturiers, par exemple, peut-être les ménagères, les commerçantes, les couches sociales, les générations d'âge. Et aujourd'hui, voilà, quand on parle de la vulnérabilité prend en compte les couches sociales, prend en compte les générations d'âge, parce que les vieux sont plus vulnérables à certaines maladies. Par exemple, quand on parle des personnes âgées, des enfants de moins de 5 ans, par exemple, dont leur vulnérabilité est plus élevée dans certains cas. Et quand on parle des couches sociales, bon, là, ça se comprend, hein. Plus on a le moyen financier, bon, on se dit que plus on doit forcément avoir une résilience plus élevée. Donc, durable, très bien, tenant compte des générations présentes et futures. Voilà. S'il vous plaît, y a-t-il déjà des commentaires ou bien des zones d'ombre à éclaircir ou bien on peut continuer? Chers participants, vous me recevez? Allô? Oui, on vous reçoit Oui, alors, 100%. D'accord, oui, donc on peut évoluer ou bien il y a déjà des ajouts, des Non, commentaires? OK, il y a une main oui, levée, c'est OK, Monsieur d'accord. Guémou. Docteur Guémou, allez-y. Oui, docteur Guimond. Ok, merci beaucoup pour la parole, chers toutes et tous. Bon, moi, c'est juste un petit ajout. J'aimerais d'abord qu'on définisse le concept de collectivité et de communauté. En fait, une collectivité, c'est les gens qui sont obligés en fait de vivre ensemble comme des élèves, des prisonniers, des gens qui partagent des valeurs communes
qui leur sont imposées en fait. Mais les D'accord. communautés, c'est des gens qui partagent toutes ces valeurs, mais qui ne sont pas obligés, et, en fait, qui ne le savent pas, qui ne leur est pas imposé en fait. Donc cette notion aussi est importante de partager pour faire la différence entre ce qu'on appelle communauté et collectivité. Merci. Ok, ok, d'accord. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres interventions? Mais ok, d'accord, s'il vous plaît. Voilà, et une question aux professionnels. Donc, dans notre cadre ici, bon, qu'est-ce qui est plus, je sais pas, qu'est-ce que vous considérez le plus? Vous considérez les collectivités ou bien vous considérez plus, voilà, ou bien les communautés dans vos interventions, par exemple? C'est juste une question de curiosité. Docteur Guémot, vous voulez bien revenir sur votre intervention? Oui. Bon, j'ai défini. Bon, sinon, la question n'est pas forcément à Dr. Guémou, mais bon, voilà, Oui. comme nous, voilà, les professeurs de santé, donc je voudrais juste savoir, voilà, dans leur intervention, bon, par exemple, quand il y a épidémiologie, quand il y a épidémie, ou bien quand il y a inondation, par exemple, bon, voilà, est-ce que, voilà, ils sont plus tournés vers les communautés ou bien c'est plus vers les collectivités? Je peux prendre la parole, docteur Ibrahim, j'ai levé la main. Oui, oui. Non, attendez, je ne sais pas si docteur Guémot veut intervenir d'abord. Ok, là, allez-y, Idrissa. Ok, merci pour la parole. Dans le cadre de nos interventions, en prenant l'exemple sur l'épidémie, si on doit gérer par exemple une épidémie, nous, en santé, je dis sous le contrôle de nos maîtres, tel que le docteur Graciano, nous sommes obligés ici de se tourner vers tous les deux. Chaque entité ici a son niveau d'intervention et a aussi son impact sur la gestion de l'épidémie. Lorsque il y a des décisions à prendre, par exemple, des décisions politiques ou administratives, ça c'est la collectivité qui est censée de prendre ça. Ça, en ce moment, la communauté ne peut pas prendre ça à la place de la communauté, de la collectivité. Lorsqu'il s'agit de mettre en pratique maintenant les interventions dans la communauté, là, on fait avec la communauté qui est bénéficiaire. Mais l'appui institutionnel, l'appui politique, ça doit venir ici de la collectivité. Donc, je dirais qu'on est aussi censé de faire avec les deux à la fois. Mais Merci. très bien, c'est bien noté. Voilà, on retourne la parole à l'intervenant, docteur Yao, voilà, pour la suite de Merci vraiment. l'intervention. Ok, d'accord, voilà. Ok. Donc, maintenant, en grand B, j'ai essayé d'identifier les composantes clés de l'approche communautaire. Quand on parle de l'approche communautaire, voilà, quelles sont les quelques composantes clés qui peuvent se retrouver dans l'approche communautaire? J'ai parlé, par exemple, de l'analyse de la vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Je pars toujours du fait que, comme vous l'avez bien, comme on s'est mis d'accord, que c'est les communautés qui sont au centre de l'approche. Donc, les communautés évaluent elles-mêmes leurs risques et capacités pour définir des stratégies de survie. Vous voyez? Parce que, bon, ici, des fois, peut-être, tu peux dire, ou bien tu peux penser que ton prochain est vulnérable à un phénomène, à une situation, alors que lui-même, il ne se sent pas vulnérable. Parce que lui-même, il s'est développé des capacités d'adaptation et que toi, tu n'en as pas. Donc, quand tu le vois, peut-être c'est toi qui trouves que lui, il est vulnérable. Alors que lui-même, il ne se sent pas vulnérable. Donc, dans l'approche communautaire, c'est les communautés même qui évaluent elles-mêmes leurs risques et capacités pour définir des stratégies de survie. Donc, c'est ça, la première composante. La seconde, c'est technique locale et adaptée. C'est du quoi? Utilisation de l'agroécologie. Ça veut dire la communauté
peut mettre sur pied des techniques locales. C'est ça, les techniques locales qui leur sont adaptées. Des techniques locales qui leur sont adaptées. De la lutte anti-érosive et d'énergie renouvelable. Parce que, en fait, c'est comme on propose, par exemple, l'utilisation du gaz, voilà, à certains ménages. C'est vrai, l'utilisation du gaz aujourd'hui, ça peut réduire l'abattage des arbres. Mais si pour eux, la technique là n'est pas locale, parce que vous savez déjà, beaucoup de personnes trouvent que l'utilisation d'une bouteille de gaz constitue déjà un danger. C'est comme pour eux, c'est une bombe qu'ils viennent mettre à la maison. Donc, même si on veut, c'est vrai, c'est un bon moyen, hein, mais est-ce que la technique est locale? Par exemple, au lieu des communautés ou bien les ménages qui sont habitués depuis l'enfance, c'est le charbon de bois, ils s'utilisent. Et du jour au lendemain, vous venez avec le gaz, je pense qu'il leur sera un peu difficile de s'y adapter. Mais si, par exemple, à côté du gaz, on leur proposait, par exemple, des briquettes faites à base de l'argile et des déchets de palmis, tout ça. C'est que vous voyez que ça s'apparente, ça s'apparente au charbon de bois. Donc, ils pourront, bon, selon moi, hein, ils pourront aisément l'utiliser que si vous-même vous leur dites que, voilà, vous allez leur donner cadeau des bouteilles de gaz. Voilà, je ne sais pas s'il y a des interventions à ce niveau déjà. Donc, c'est pourquoi je parle de techniques locales et adaptées. On peut évoluer? Oui, on peut évoluer, il n'y a pas de question pour le Voilà. moment. Donc, plateforme de planification, c'est-à-dire mettre en place des communautés locaux de gestion des risques de catastrophe. Ça veut dire, en fait, j'essaie d'expliquer ou bien j'essaie d'énumérer les composantes qui peuvent se retrouver dans une approche communautaire. Renforcement des moyens existants, c'est-à-dire l'approche caisse de résilience combine éducation financière, bonnes pratiques agricoles et cohésion sociale. Donc, parce que dans résilience, il y a le renforcement des moyens d'existence. Donc, comment faire pour renforcer leurs moyens d'existence? Donc, on peut mettre par exemple sur pied une caisse de résilience qui va leur permettre d'avoir donc une éducation financière, c'est-à-dire quand ils auront leur capital, comment l'investir et peut-être comment gérer les bénéfices, tout ça, les bonnes pratiques agricoles. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, c'est la population paysanne qui est plus affectée, et surtout en Afrique de l'Ouest où nous nous rendons compte que la plupart, plus de 80% de nos populations sont agricoles. Même quand on parle aujourd'hui de salarié, un salarié qui est en ville a un champ quelque part. Et parce que le salaire est trop élevé, ah, voilà, on cherche toujours, on se dit que voilà, même si c'est quelques lopins, voilà, un hectare, je peux faire du maïs et ça va me combler le vide. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit salarié, qu'on soit quoi, nous tous, nous faisons des champs. Donc, les bonnes pratiques agricoles qui peut renforcer les moyens d'existence. Et la cohésion sociale. La cohésion sociale est très importante en ce sens que quand il y a un risque, par exemple, quand il y a inondation, c'est vrai, dans une communauté ou bien voilà, oui, oui, il y a certaines qui sont plus exposées. Et quand l'eau arrive, par exemple, quand il y a une cohésion sociale, vous allez remarquer que ceux qui ne sont pas très exposés pourront courir ou bien pourront aller au secours
de ceux qui sont plus exposés. Donc, la cohésion sociale est très importante. On peut évoluer bien des interventions. On peut évoluer. D'accord. Donc, toujours dans les composants clés de l'approche communautaire, j'ai énuméré l'autonomisation et la participation. Ça veut dire quoi? Les acteurs locaux sont au cœur de la collecte d'informations et des systèmes d'alerte précoce pour les maladies liées au climat, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, il y a certaines maladies peut-être qui font honte, ou bien, voilà, quand une personne développe bon, les symptômes, hein. Bon, excusez-moi pour les thèmes parce que je ne suis quand même pas un professionnel de la santé. Peut-être que c'est déjà une épidémie, mais au lieu que, par exemple, la communauté ou bien voilà, ces membres de la famille disent que, ah, OK, nous avons déjà remarqué ce cas pour que le premier cas soit traité. Si ils ne sont pas, ou bien ils ne sont pas au cœur de la collecte des informations, vous allez voir qu'ils font sans foutre. Mais quand on parle des systèmes d'alerte précoce, bon, que ça soit inondation, bon, par rapport aux inondations, et surtout pour des villages ou bien les communautés qui sont au bord des cours d'eau, les inondations peuvent être spontanées. Voilà. Mais souvent, même quand, pour qu'une inondation soit spontanée au niveau d'un cours d'eau, peut-être qu'il y a un barrage en amont et il y a eu de la chute d'eau. Sinon, si c'est seulement les eaux de pluie, vous allez remarquer que le niveau de l'eau évolue un peu, un peu. Et voilà, un peu en continuant, nous allons voir les balises, tout ça. Donc, les acteurs locaux sont, eux, ils doivent être au cœur de la collecte d'informations. Ils doivent savoir que, ah, quand nous voyons ce signe, ça veut dire que c'est ça qui peut arriver. Renforcement des capacités. L'adaptation à base communautaire s'attaque aux causes sous-jacentes de la vulnérabilité sanitaire, intégrant la planification locale et la réduction des risques de catastrophe. Donc, c'est ici où je pense que vous avez plus à faire parce que renforcer les capacités, c'est ça, parce que souvent, ça nous est un peu difficile de traduire ce que nous, on connaît dans les langues locales. Voilà. Alors que quand on parle de renforcement de capacité, nous voulons former quand même peut-être entre griffes hein, des personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école comme nous. Maintenant, nos thèmes, que ce soit en français ou en anglais, comment leur expliquer ça? C'est que dans la langue locale, par exemple, quand on parle de changement climatique, variabilité climatique, que tu es vulnérable, que c'est un risque. Comment leur traduire ça dans la langue locale? Parce que si on n'arrive pas à traduire nos connaissances acquises, peut-être en anglais, en français, dans les langues locales, nos communautés ne pourront pas comprendre. Et ça veut dire que nos objectifs ne seront pas atteints. Donc, nous devons forcément arriver à traduire nos manuels, nos documents, nos connaissances dans les langues locales. Intégration multisectorielle. Les solutions lient la santé à l'agriculture, la gestion de l'eau et l'énergie, comme la promotion de l'agroécologie au Niger pour améliorer voilà, la résilience ou le projet ERSA-Clim au Burkina Faso. Par exemple, le projet ERSA-Clim, c'est un projet voilà, qui a été quand même financé au Burkina Faso. Vous pouvez voir ce que c'est ou bien demain, je peux partager ça avec vous. Donc, multisectoriel.
on doit prendre en compte les agriculteurs ou bien l'agriculture, la gestion de l'eau et l'énergie. Tout ça fait partie de l'approche communautaire. Donc, aucune couche, comme on l'avait dit, aucune couche ne doit être épargnée. Quand on parle aujourd'hui de la gestion de l'eau, il y a dans certaines communautés malheureusement, dans la saison sèche, il y a les bergers qui doivent faire boire leurs troupeaux et c'est cette même eau qui est consommée par la population. Ou bien il y a un barrage. Voilà, comment faire, comment gérer l'eau. Et l'énergie, quand on parle d'énergie, ce n'est pas forcément, on ne parle pas de l'énergie du courant électrique, non, que ce soit pour la cuisson, voilà, tout ça, l'énergie, le bois, l'abattage des arbres, l'abattage anarchique, parce qu'on doit fabriquer on doit fabriquer du charbon. Et aujourd'hui, ou bien nos communautés sont tellement habituées à l'utilisation du bois parce qu'ils disent que ça fait quoi, que ça fait que, voilà, ça accélère la cuisson en fait. Ce que tu vas prendre peut-être 30 minutes pour préparer avec du charbon de bois, en 15 minutes, quand tu mets du bois, voilà, c'est déjà cuit. Mais en oubliant que le bois, énergie, dégage de la fumée et une fois que ces fumées sont inhalées, voilà, elles peuvent être la cause des maladies respiratoires, par exemple. Donc, santé et bien-être. L'approche considère l'impact sur la santé mentale et physique, notamment pour les personnes âgées, enfants et communautés vulnérables face aux inondations ou à la chaleur ou bien à d'autres risques. Voilà. Y a-t-il des interventions, s'il vous plaît? Euh, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, mais Oui. moi, curieusement, j'ai envie de revenir rapidement sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment sur, je pense bien, vous parliez de euh, l'adaptation à base communautaire et le système d'alerte précoce, voilà, voilà, autonomisation et participation, donc les systèmes d'alerte précoce. Et j'ai envie tout de suite de savoir, dans ce contexte où nous sommes particulièrement, où nous parlons donc du changement climatique et de la résilience des systèmes de santé, euh, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce concept d'alerte précoce, parce que je ne pense pas qu'on soit tous habitués à ce concept-là, de façon concrète et pratique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que c'est que le système d'alerte précoce, à quoi cela sert réellement dans un contexte de changement climatique et comment pouvoir installer un système d'alerte précoce dans un contexte ou dans une communauté où il n'y en a pas pour pouvoir permettre aux communautés en question de pouvoir être alertées sur des situations de changement climatique, les dangers qu'ils courent et comment donc développer leur résilience face à ces éléments-là. Voilà la question que je voulais poser. En attendant, Merci, merci. s'il y D'accord. a Non, d'autres oui, on y va. questions. D'accord. Merci, mon frère Graciano. Voilà. Les, les systèmes d'alerte précoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est de faire savoir à la population que s'ils voient ces signes, ça veut dire quelque chose. Donc, ça veut dire on ne peut pas parler de système d'alerte précoce sans parler de renforcement de capacité. C'est dit à la population, par exemple, quand vous voyez peut-être l'eau à ce niveau, ayez en tête que peut-être dans 2 heures, l'eau peut arriver chez vous à la maison. Quand vous voyez l'eau à ce niveau, il n'y a pas encore du danger. C'est juste faire savoir à la population le degré, voilà, le degré de risque qu'il court
par rapport à certains signes. Et vous leur faites savoir ces signes et vous leur dites ce qu'il faut faire quand ils voient ces signes. D'abord, leur faire savoir ce signe, c'est les signes, leur expliquer la signification et leur dire ce qu'il faut faire une fois qu'ils voient ces signes. Et on parle de système d'alerte précoce. Ça veut dire c'est quelque chose qui vous annonce un danger. Voilà, qu'on place. Ou bien il y a des signes qu'on place. Ou bien il y a des choses que vous voyez. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un danger. Et quand, par exemple, toi, si c'est même une seule personne qui voit ça, il sait en même temps ce qu'il faut faire. S'il doit courir, taper, aller chez le chef pour lui dire que, ah, j'ai vu ça, ça veut dire que c'est ce qui peut arriver, ça. Par exemple, ouais, Graciano. Non, oui, allez-y, c'est bon. Voilà. Donc, si par exemple, on veut parler des inondations, par exemple, et j'ai dit, c'est que surtout pour les communautés qui sont au bord des cours d'eau, comme je l'avais dit, il y a des inondations spontanées. Et souvent, c'est lié au lalage d'eau pour un barrage, voilà, qui est construit sur ce cours d'eau, par exemple. Et là, ça vient d'un seul coup. Mais souvent, le niveau de l'eau augmente un peu, un peu. Voilà. Et donc, on peut placer, par exemple, on dit balise avec des traits. Là, je sais pas, bon, peut-être je vais aller un peu, je vais te montrer cette image, par exemple, où voilà la photo 2A. C'est une balise, par exemple, avec des couleurs vert, jaune et rouge. Très bien. Et la photo 2B, c'est Hmm. l'explication des couleurs. Ok, Ça, c'est un exemple, par exemple. Donc, ça veut dire que même si c'est à minuit que quelqu'un voit que l'eau arrive au niveau de la couleur jaune, il sait en même temps ce qu'il doit faire. Ça veut dire qu'on doit leur dire ça, que quand tu vois l'eau au niveau de la couleur jaune, ce que tu dois faire. super, Voilà. Ou peut-être super. s'il y a ici, ou bien il y a des communautés où il y a des sirènes, par exemple. Mhm. Ah, quand la sirène sonne, ça veut dire qu'il y a ceci. Donc, en même temps, faites ceci. Voilà, Et donc, système d'alerte précoce va de pair avec renforcement des capacités. Et parfait. c'est pourquoi je dis que nous devons acquérir, nous devons tout faire pour pouvoir transmettre les connaissances acquises dans les langues étrangères, là, dans nos langues locales, pour que nos communautés puissent comprendre. Merci, Graciano. Je ne sais pas si j'ai pu te donner quand même, voilà. Oui, oui, je pense que les réponses sont plutôt claires. Il y a deux mains qui sont levées dans le chat. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Idrissa qui a levé la main pour sa question. Merci, Dr. Graciano, pour la parole. Ce n'était pas une question en tant que telle, c'était une contribution. C'est exactement ce qu'il a dit. Par exemple, c'est comme si il parle comme ça, moi, de mon village natal, où je Oui, suis né en République de Guinée. Comme vous le savez, c'est un pays qui a assez de cours d'eau. c'est ça. Cette pratique est exactement utilisée comme ça chez nous. La communauté elle-même a décidé de mettre ces mécanismes de prévention, de système d'alerte précoce en place. Mhm. On a un fleuve qu'on appelle Tenkiso, qui est un affluent du fleuve Niger qui passe vers chez vous. En chaque saison pluvieuse, il y a toujours un petit commun avec différentes couleurs. Tant que c'est ouvert à tout le monde, on peut traverser à pied. Ok. Dès que ça arrive au jaune, il faut forcément prendre les pirogues. Et quand Mhm. l'eau arrive au rouge, le rouge aussi, on a divisé en deux parties. Quand c'est au niveau de la première partie, les pêcheurs peuvent utiliser les pirogues pour faire traverser les gens. Mais dès Mhm. que ça dépasse la deuxième partie, la moitié de la couleur rouge, le fleuve est carrément interdit tant que l'eau est à ce niveau à tout le monde. Et cela est Parfait. même accompagné par des pénalités que la communauté a mis en place. Toute personne qui viole ces règles sont demandées à payer quelque chose à la communauté qui est mise dans laquelle
de la communauté. Donc, ce Ok. système d'alerte nous permet aussi non seulement de savoir qu'il y a un danger, mais aussi de le prévenir. Il y a un Hmm. deuxième système, comme il a dit sur le plan communautaire, il y a un système aussi qui est utilisé par les agriculteurs vers chez nous, qui n'est pas forcément transcrit aujourd'hui à date sur le plan scientifique, mais Ouais. qui donne très bien des bons résultats, qui est quoi? Par exemple, les oiseaux gendarmes que nous voyons souvent en brousse, Mhm. communiquent parfois des signaux de système d'alerte précoce. Comment? À chaque saison pluvieuse, pour cultiver les bas-fonds, on regarde d'abord le niveau où ces oiseaux-là ont mis leur nid. Si c'est surélevé par rapport à l'année passée, là, on comprend que il y aura plus d'eau cette année que l'année passée. Donc, du coup, le président de district, en passant par le crieur public, informe la communauté pour dire que ce qu'ils doivent faire le sang tel côté du bas-fond cette année, voici ce qui va se passer. Donc, essayer de prendre les précautions nécessaires. Hmm. Donc, ce système permet aujourd'hui à date d'éviter ici les inondations des sangs. Merci. Wow. En tout cas, merci, Monsieur Idrissa, pour ce témoignage. Je pense que c'est important. Ce sont des connaissances endogènes, effectivement, que je suppose ne sont pas suffisamment vulgarisées et partagées avec d'autres acteurs. Et ce sont des éléments, finalement, que je pense qu'on devait peut-être aussi documenter aujourd'hui pour pouvoir vulgariser avec d'autres comités sous forme de communication. Il y a Madame Awa qui a levé la main, Docteur Eric. Est-ce qu'on peut toujours donner la parole aux intervenants, aux participants? Oui, 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 D'accord. oui, Awa, oui. allez-y. Et merci. Non, c'est pour ajouter par rapport à l'orateur sans intervention, pour appuyer en disant, par exemple, avant-hier, quand on a parlé de la météorologie, et il y a le docteur de Burkina Faso qui a présenté le cas de Burkina Faso, Ouais. dans lequel ils ont mis plusieurs couleurs. Et quand on voit telle couleur, ça signale à la population que c'est telle chose qui va venir. Prenez action. Donc, c'est juste pour dire que c'est des exemples de systèmes d'alerte précoce par rapport à l'adaptation des risques qui surviennent dans la communauté. C'est C'est très, ça très que juste bien. j'ai voulu appuyer D'accord. par Mais, rapport à son intervention pour donner des exemples concrets d'accord. des systèmes d'alerte précoce. D'accord. Merci. Merci, Awa. Et bon, finalement, on va donner la parole à Lenovo qui s'impatiente déjà et qui a activé son micro. Monsieur ou Madame Lenovo, présentez-vous avant de parler, s'il vous plaît. Allô? Ah, allô? Oui, c'est Madame Kadi. Oui, c'est Kadi, oui. Non, Kadi, il faut changer le nom, s'il te plaît. Oui, je vais changer. Je viens de me rendre compte que ça affiche les nouveaux. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup et merci au présentateur du jour. Mhm. Moi, je voulais juste C'est donner un Docteur exemple. Yao. Docteur Yao, oui. Oui. Merci pour votre exposé. C'était juste pour donner un exemple ici au Sénégal. Quand il y a houle ou vent fort, il y a le service de météorologie également qui fait des bulletins d'alerte. Mm. Ce sont des alertes qui passent sur leur page Facebook, mais également relayées par les réseaux sociaux, mais également par les médias traditionnels. Parce qu'au Sénégal, on a maintenant des associations de journalistes en santé ou bien environnement qui, de manière quotidienne, exploitent maintenant les bulletins de la météorologie. Et quand le bulletin sort, c'est donné au niveau des communautés de pêcheurs. Et maintenant, les communautés de pêcheurs sont tellement impliquées que parfois, dans certaines zones, ils mettent un drapeau rouge. Ils mettent un drapeau rouge pour montrer que les pêcheurs doivent rester à quai. Donc, c'était juste un exemple que je voulais donner pour dire que de plus en plus, les communautés s'impliquent dans les systèmes d'alerte. Très bien, Merci beaucoup. très bien. Merci, Kadi. Je vois Madame Magdala, effectivement, qui a levé la main. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Madame Magdala. Merci beaucoup. Merci à l'enseignant du jour. Vous Hmm. avez dit docteur Ayoa C'est Docteur Yao. Yao. Ok. Voilà. Merci beaucoup.
En fait, je voulais avoir quelques éclaircissements sur le Je vais système couper ma de vidéo, voir. la Non, non, allô, allô, là, on ne t'entend pas du tout parce que la transmission n'est pas bonne. J'écoute Tu peux écrire dans le chat, s'il te plaît. Tu peux écrire dans le chat. Allô? Tu peux écrire dans le chat, si possible. Là, on ne t'entend pas. Allô? OK, on va donner la parole au docteur Tobosi Allô? qui a demandé la main. Oui, docteur Tobosi. Merci beaucoup, monsieur Ayefouni. Merci également au docteur qui a fait la présentation. J'ai voulu apporter aller sur le cas du Togo, où au niveau de la TVT, par exemple, au quotidien, on fait des rubriques de météorologie. Je me demande si ce n'est pas aussi un cas de système d'alerte, la météorologie qu'on fait à la télé. Et puis, depuis un bout de temps maintenant, sur les réseaux sociaux, le service de météorologie nationale passe des affiches où on nous avertit que à tel moment, le temps sera orageux, ou bien il ne faut pas laisser les gens aller à la plage, ou bien il y aura de grands vents qui vont souffler, ainsi de suite. Je me dis que c'est aussi un système d'alerte sur les risques. Maintenant, par rapport à la barre multicolorée, vert, jaune, rouge et autres qu'il a montré, la distance entre l'implantation de la barre et le niveau de l'eau qui est en face, est-ce que c'est lorsque l'eau va venir jusqu'au niveau de la barre et monter à un niveau par rapport à une couleur qu'il faut considérer que le danger est là, ou bien je veux un peu comprendre. Je veux un peu comprendre. Et en dehors de cette barre colorée, est-ce qu'il y a encore d'autres systèmes que les gens utilisent? Parce que sur certaines voies, au niveau des ponts et autres, je vois des systèmes où je me dis que c'est sûrement des systèmes d'alerte pour les populations environnantes par rapport aux cours d'eau qui sont dans leur zone. Merci beaucoup. Très bien, merci docteur Tobosi. Je pense que docteur Yao a pas mal de questions auxquelles il doit répondre maintenant. Et je note ici qu'il y a d'autres intervenants aussi qui sont là. C'est pas seulement docteur Yao qui est là, hein. Je vois docteur Pasike qui est avec nous, ainsi que monsieur Hakim. Donc n'hésitez surtout pas à prendre ces paroles si besoin pour enrichir les propos de docteur Yao aussi. Docteur Yao, je te redonne la parole. Merci vraiment. Ah, oh, docteur. Et si les autres sont là, ça, là, je serai très, 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 très content hein, s'ils interviennent. Voilà. Donc, en fait, ici, nous sommes dans l'approche communautaire. Ce qui se fait sur, sur la TVT, c'est très bien. Mais pour moi, ou bien dans mon idée, bon, heureusement que mon frère Graciano est là, je ne sais pas si c'est l'idée derrière pour qu'il organise cette formation. C'est que pour moi, c'est comme comment faire que la base, voilà, puisse savoir aussi quelque chose. La TVT, c'est très bon. Mais si, par exemple, au niveau de la base, ça veut dire de nos communautés, là, on peut avoir peut-être des comités qui déjà, une fois les informations recueillies sur la TVT, qu'on mette terre à terre, leur dit ça. Parce que je pense que maintenant, nous avons des radios locales. Voilà, donc c'est très bien, la TVT fait, mais si les communautés à leur niveau, à la base, peut-être il y a un comité qui, une fois les informations reçues, peut-être au niveau élevé avec, voilà, on revient au niveau de la radio locale et on leur dit ça. En fait, c'est ce qui est dans ma tête, moi, parce que souvent, c'est nos populations, voilà, nos communautés locales qui sont plus vulnérables. Voilà. Et par rapport à la balise, en fait, ce que j'avais montré, c'est quand l'eau arrive, par exemple ici,
Voilà, vous voyez que le pylône, ou bien voilà, la balise n'est pas dans l'eau. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est fait à base des études. Donc, quand l'eau déborde, arrive jusqu'au niveau vert, il n'y a pas encore de danger. Voilà. Donc, quand l'eau sort de son lit majeur, vous savez que voilà, il y a le lit majeur et le lit mineur. Donc, quand l'eau sort et arrive au niveau de la couleur verte, il n'y a pas encore danger. Mais forcément, donc ça veut dire que déjà, quand l'eau arrive au niveau de la couleur verte, la balise est déjà dans l'eau. Je ne sais pas si on se comprend en fait. La balise est déjà dans l'eau avec une certaine hauteur de l'eau. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand le niveau monte à la couleur jaune, ça veut dire que l'eau dépasse déjà la balise. L'eau déjà rentre dans le continent, ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine, l'eau a déjà atteint une certaine hauteur et ça dépasse la balise. Donc, ça rentre ça va sur le continent jusqu'à quelque part. Donc, ça veut dire que et quand, avec la couleur rouge, vous voyez que la couleur rouge aussi a une certaine, voilà, et la couleur rouge a pris, je sais pas, une certaine élévation. Donc, il y a rouge, rouge, rouge jusqu'en haut. Donc, déjà, quand le niveau de l'eau, bien, quand la balise se retrouve dans l'eau et l'eau est déjà au niveau de la couleur rouge, ça veut dire que l'eau est déjà quelque part dans le village, ça. Donc, c'est ça. Ce n'est pas que c'est à partir d'ici, voilà, on va voir l'eau, ou bien, voilà, quand je suis au niveau de la balise, je vais voir le niveau de l'eau dans le lit majeur. Non, 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 non. C'est-à-dire que quand l'eau sort et l'eau avance vers le continent, parce que souvent, on parle d'inondation quand il y a comment je peux dire, quand voilà, la réalisation humaine est impactée. Par exemple, quand l'eau déborde et rentre dans une forêt où il n'y a personne, on ne parlera pas d'inondation. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand l'eau peut mettre en danger la vie des hommes ou bien de leur propriété, là, on parle d'inondation. Donc ici, la balise, vous allez voir qu'elle est sur, bon, je peux dire, la côte ou bien aux abords du cours d'eau. Donc c'est quand l'eau sort maintenant de là où l'eau se trouve maintenant là et que ça vient, ça arrive niveau vert, il n'y a pas de problème. Niveau jaune, ah, ça veut dire qu'il y a danger déjà. Donc, jusqu'à ce que l'eau n'atteigne le niveau rouge, c'est-à-dire que l'eau se retrouve déjà dans le village. L'eau cause déjà des dommages dans le village, ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez du village, vous allez apercevoir de loin cette balise. Voilà. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, je pense que vos réponses ont éclairé la lanterne de Tetobossi. Je ne pense pas que de Tetobossi soit en train de poser une question dont elle n'a pas la connaissance. C'est effectivement pour enrichir aussi et élargir le débat et permettre à ceux qui ne sont pas Merci. habitués par ces genres de balises aussi de pouvoir toucher de doigt de quoi il s'agit. Sinon, le résumé qu'il a fait d'ailleurs dans le chat résume très bien vos propos tout à l'heure, où il dit aussi que l'eau vient envahir la zone de la balise, et plus l'eau est importante, plus ça atteint les couleurs et ça indique les degrés de risque encourus par la communauté. Donc, Dr. Tobosi, c'est effectivement Merci la vraiment, réponse. docteur. Oui, Merci, c'est ça. docteur. Merci, docteur. Et je ne sais pas trop s'il y a une autre question à laquelle on n'a pas répondu, mais je pense qu'on peut évoluer s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. D'accord. Ouais. Donc, nous passons maintenant à la planification locale basée sur les risques. Ayons toujours en tête l'approche communautaire. Ça veut dire la communauté, leur résilience. Donc, pour développer leur résilience, on est obligé de planifier. Et planifier localement par rapport aux risques. Donc, du coup, je m'en vais dire que
La planification locale dépendra de chaque communauté. Ça veut dire des risques auxquels la communauté est exposée. Raison pour laquelle c'est eux-mêmes qui devront définir ou bien identifier les risques auxquels ils sont confrontés. Donc, la planification, c'est quoi? C'est un processus stratégique qui intègre l'identification, l'évaluation et l'atténuation des menaces, qu'elles soient naturelles, technologiques ou sanitaires, directement dans les plans de développement et d'aménagement d'un territoire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de développement aujourd'hui sans penser au danger ou bien comment faire quand le danger auquel voilà, est exposé la communauté survient. Parce que si vous parlez de développement et vous n'avez pas pris ça en compte, le jour que le danger vient et ça prend peut-être la population, le développement est où? Donc, identification, évaluation et atténuation des menaces. On dit, elle vise à renforcer la résilience des communautés en anticipant les chocs plutôt que de simplement réagir aux catastrophes. Mais là aussi, vous allez, bon, je ne sais pas, vous allez dans certaines communautés, chaque année, il y a inondation. Mais ils vous diront que leurs grands-parents, là, leurs ancêtres, c'est ici où ils ont grandi. Donc, il n'y a pas que eux là, ils ne vont pas quitter là-bas. Ils ne vont pas quitter. C'est-à-dire que même quand quand il y a anticipation, pour eux, bon, ce n'est pas un problème, quoi. Donc, il y a ça aussi, où les communautés, vous voulez les aider, ils disent non, 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 qu'ils ne peuvent pas, même vous allez, vous leur construisez, c'est que de nouveaux emplacements, ils disent non, 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 qu'ils préfèrent rester là-bas à cause de certaines raisons. Donc, quand on parle d'identification, c'est quoi? Identification des risques. C'est d'analyser les menaces et les vulnérabilités du territoire. Évaluation des risques, analyser les données pour prioriser les risques, probabilités et impacts. Et mesures d'adaptation dans la planification, c'est quoi? Définir des actions concrètes pour réduire la vulnérabilité. Et vous savez, il doit y avoir un suivi et une révision. Ajuster continuellement les plans. Parce que chaque année, les choses peuvent changer. Peut-être que cette année, il n'y a pas eu assez de pluie et donc voilà, il n'y a pas eu assez de dégâts. Mais après peut-être 2, 3 ans, 5 ans, vous voyez que maintenant, les pluies tombent trop. Les zones qui n'étaient pas exposées sont maintenant exposées. Ça veut dire qu'on doit ajuster ce plan. Donc, le plan ou bien la planification ne doit pas être éternelle. Non, 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 non. C'est-à-dire que chaque fois, par rapport à l'évaluation des risques, le plan doit aussi être ajusté. Ça va déjà? Ou bien il y a certaines choses à dire? Je pense qu'on Mon peut frère évoluer, Graciano, y hein. a-t-il des mains? Non, non, non. On peut évoluer. OK. Voilà. Et donc, maintenant, quels sont les outils et méthodes qu'on peut utiliser dans la planification locale? J'ai parlé des cartographies des risques, essentielles pour visualiser l'exposition aux risques et hiérarchiser les interventions. Visualiser l'exposition aux risques. Nous tous, nous ne sommes pas exposés au même degré au risque. Quand dans une maison, il y a une femme enceinte, il y a une personne âgée,
il y a des enfants et qu'il y a inondation, et puis il y a un costaud, comme mon frère Graciano, tu ne peux pas aller sauver Graciano et laisser, par exemple, sa femme enceinte ou ses enfants. Non. Ça veut dire que on doit hiérarchiser les interventions. Qui sauver premièrement? Ça se fait grâce à la cartographie des risques. Et ça, je m'en vais déjà vous montrer. Ça, c'est l'exemple d'une cartographie des risques. Vous voyez, euh, sur l'axe vertical, on a critique, significatif. Je vais un peu zoomer. Voilà. Critique, significatif, ça, c'est l'impact. L'impact est critique, significatif, modéré et insignifiant. Par rapport à la probabilité, il y a peu probable, probable, très probable et certain. Donc là où ça se croise, et ça se fait avec la collecte de certaines données, hein, ça ne se fait pas au hasard. C'est pourquoi on a parlé de logiciel. Donc par exemple, vous voyez, quand je prends la première case en bas et à gauche, insignifiant et peu probable. C'est-à-dire que le risque, ça fait 4,35% seulement. Peu probable que l'impact soit modéré. Ça fait 43, quelque chose pour cent. Mais vous voyez l'impact critique, bien que ça soit peu probable, hein, mais vous voyez que l'impact est critique. Donc c'est pourquoi c'est en rouge. C'est vrai que peut-être que voilà, la probabilité que le danger se passe soit peu probable, mais l'impact est critique. Donc, vous voyez déjà par rapport à ça comment intervenir, comment hiérarchiser vos interventions. Ce n'est pas parce que la probabilité d'occurrence, comme on dit, que la probabilité que le danger se passe soit peu, mais que l'impact soit critique, qu'on ne va pas déjà penser à comment réagir, intervenir. Non, non, non. Certes, la probabilité que le danger n'arrive soit peu, mais l'impact est critique. Donc, ça veut dire qu'on l'a mis en rouge. Parce que c'est l'impact en fait quoi? C'est l'impact qu'on voit. C'est que combien de vies ou bien combien de maisons, voilà, combien de personnes, voilà, quelles sont les choses qui seront impactées. Et quand c'est critique, on doit déjà planifier, on doit déjà penser que si que ça arrivait, qu'allons-nous faire? Donc ça, c'est une cartographie de risque et qui permet à la communauté de savoir, voilà, comment réagir en fait. Quelles sont les priorités? Donc, je vais retourner ici en disant que, donc, j'ai parlé de la cartographie des risques et j'ai parlé du plan communal de sauvegarde, outil opérationnel de gestion des crises. Et la différence entre le plan local de développement, document stratégique intégrant les risques. Donc, ça veut dire que le plan communal, c'est un outil qui permet de gérer les crises. Ça veut dire, par exemple, dans une communauté, quand il y a inondation, quelles sont les rues qui ne sont plus praticables? Si, par exemple, il doit y avoir intervention, si l'ambulance doit arriver, où doit passer l'ambulance, par exemple? Comment gérer les crises quand il y a inondation? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un lieu aménagé pour ça? Ou voilà, quand il y a intervention, ou bien voilà, pour évacuer les gens, il y a un chemin par lequel les véhicules voilà, doivent passer pour intervenir. La gestion des crises. Et le plan local, c'est un document stratégique intégrant les risques. Donc, il y a une différence. Et maintenant, quels sont les avantages de la planification? C'est quoi? Réduction des impacts. C'est que ça permet de mieux gérer les risques à fortes conséquences et faible probabilité.
Parce que c'est là où le problème se situe en fait. Parce que bon, que la probabilité qu'il y ait inondation, non, bon, ce n'est pas aussi élevé. Mais quelles sont les conséquences? La durabilité, c'est-à-dire améliore, la planification améliore le cadre de vie et la sécurité des populations et assure la conformité entre le développement et la gestion des risques. Développement et gestion des risques. Bon, OK. Est-ce qu'il y a des interventions avant que je ne continue? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Euh, non. OK. Il y a une question que Madame Magdala voulait poser, et c'est celle-ci, elle a envoyé ça dans le chat. Elle voudrait savoir si l'alerte s'oriente euh, vers les autorités sanitaires ou vers les populations. Ça, c'était pour revenir sur les questions dont on a discuté pendant qu'on parlait d'alerte précoce et tout ça. Est-ce que c'est vers les autorités locales ou c'est vers les populations que l'alerte est orientée? Mon frère Graciano, bon, si, je ne sais pas, je voudrais taquiner un peu mon collègue docteur qui avait intervenu. Voilà, si il a peut-être quelque chose à dire, et s'il y a aussi mes autres collègues qui veulent intervenir, après, bon, je ne sais pas, parce que voilà, nous sommes ici, c'est un creuset, hein. Si mon Ouais. collègue, le docteur, voilà, s'il a déjà quelque chose à dire par rapport à cette question, Docteur Guémou? oui, voilà, oui, docteur Guémou, s'il vous plaît, Docteur il est Guémou, à est-ce que vous l'écoute. êtes là? Docteur Guémou. OK, il y a quelqu'un qui a levé la main. Awa, oui, allez-y, Awa. D'accord. Et merci. Moi, je pense que euh, la mise en place des systèmes d'alerte précoce va dans les deux sens. Mm. Il y a des actions que les communautés elles-mêmes vont mener et les dispositions qu'ils vont prendre pour éviter le risque. Et il y a des dispositions aussi que le public, le pouvoir étatique doit prendre encore pour éviter les risques. Donc, je pense que c'est dans les deux sens. Ça dépend de l'impact, ça dépend de quel problème on veut impacter. Merci. D'accord. Merci. Il y a Anita qui a levé la main. Anita, allez-y. Moi, mon point de vue, je dirais que, désolé d'abord, j'ai oublié de vous saluer. Là, il n'y a pas de souci. Mon point de vue, moi, je dirais que c'est pour les autorités locales, puisque il y a comme on fait des sensibilisations ou quand on fait des campagnes de prévention, il faut passer d'abord par les autorités locales. Un, pour que tu sois accepté d'abord par la communauté. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, si tu ne passes pas par le chef du village ou la commune, tu ne seras pas reçu dans la communauté. D'aider, ça va beaucoup aider aussi pour la mise en place et le respect des règles. C'est pourquoi moi, je dirais qu'il faut que ça commence par les chefs, locales. les autorités locales. Ouais. D'accord. Très, très bien. Merci. Je suppose donc que Madame Magdala a eu des éléments de réponse à sa question. Monsieur Amadou, est-ce que vous voulez poser une question? Amadou Touré? Non. Non, non. OK, d'accord, parfait. Alors, docteur Eric, pour moi, c'est pour revenir rapidement sur les outils que vous venez de présenter. Vous avez parlé de la cartographie des risques, du plan communal de sauvegarde et du plan local de développement. Je trouve ces éléments, ces documents, peut-être que moi, je trouve ça un peu costaud, je vais le dire ainsi, parce que nous sommes dans un domaine aujourd'hui plutôt spécifique, orienté vers la résilience, des systèmes de santé. Et en même temps, lorsque nous parlons de la résilience des systèmes de santé, nous savons que ça se déroule, ça se passe au sein d'une communauté. Est-ce qu'on va tout de suite dire clairement que le plan communal de sauvegarde intègre donc des éléments concrets qui permettent donc aux agents ou aux acteurs du système de santé de pouvoir intervenir plus facilement lorsque
voilà, ces cas de situation se produisent, comme les cas d'inondation ou les cas de canicule ou les cas d'évacuation en urgence due à une situation liée au changement climatique se produit, est-ce que ce plan intègre des éléments de solution? Deuxième question, peut-être pour revenir sur la carte que vous avez présentée. Vous avez présenté des pourcentages. Si vous pouvez cliquer sur la carte, la matrice des risques que vous avez présentée. Pour ceux qui ne sont pas habitués, peut-être que les questions de pourcentage et les seuils insuffisants, modérés, critiques pourraient sembler un peu complexes à assimiler. Moi, je peux leur proposer tout simplement que ils peuvent continuer, ils peuvent graduer les échelles à partir de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de tous côtés. Et lorsque ils évaluent les éléments de risque et ils positionnent, ils peuvent dire que ce risque sur 4, je donne un. Ce risque, c'est-à-dire pour la survenue du risque sur le plan horizontal, on parle de la survenue des risques, on donne un. L'impact de la survenue de l'événement, si c'est vraiment insignifiant, on dit un. Donc, si on fait survenue de l'événement un, impact un, quand on fait un fois un, c'est faible, ça se retrouve là où vous avez mis le premier, les premiers pourcentages de 4,35%. Voilà. Donc, si vous faites les éléments à la fin, là où on a dit que c'est certain, ça veut dire que c'est 4. Là où on a dit c'est critique, ça veut dire que c'est 4. Lorsqu'on fait 4 fois 4, ça fait 16. Ça se retrouve dans le diagonale supérieur droit. Et là, c'est vraiment critique, critique. Tout ce qui se trouve en rouge sont des risques sur lesquels il faut vraiment veiller, surveiller de près sérieusement et établir des plans d'action concrets pour au cas où un événement de telle envergure se produisait, qu'on puisse déployer le plan de gestion des risques en toute urgence. Tout ce qui est en jaune, peut-être que le docteur n'a pas eu le temps de revenir rapidement sur ça, ce sont des éléments ou plutôt des situations qui peuvent avoir des effets peut-être modérés, mais qui ne sont pas aussi négligeables que ça. Et donc, il faut avoir forcément un plan d'action pour pouvoir gérer ces éléments. Et enfin, pour tout ce qui est en vert, on peut dire que c'est des éléments faibles, négligeables, mais cela ne veut pas pour autant dire que s'il y a possibilité d'établir un plan de gestion des risques, de ne pas l'avoir, il faut l'avoir. Ça, c'est un outil important de gestion et de résilience. Ça veut dire que vous connaissez votre milieu, vous avez analysé tous les éléments et que vous avez aujourd'hui des outils concrets, des éléments de réponse concrets pour que si jamais quelque chose se produit, vous puissiez déployer systématiquement votre plan. Euh, c'est pas moi qui interviens, donc je vais m'en arrêter là Non, non, pour non. vous donner Trop content, la, trop la content. parole. Enfin, tu n'es Au pas novice dans le domaine, donc là, c'est normal que... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que on va pouvoir évoluer. Mais docteur, revenez un peu sur les plans de Voilà. sauvegarde pour nous dire Et concrètement, pour les voilà. acteurs de santé, est-ce qu'on peut dire que Voilà. lorsque des éléments se produisent, parce que moi, je suis en train de voir ça au niveau des communautés, comment les agents de santé arrivent en concertation avec la communauté à établir des éléments d'information qui permettent concrètement aux populations d'être aguerries, d'être informées et d'être, pour dire que ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux et sont capables de prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes dans une dynamique de résilience en santé. Voilà. Merci, mon frère Graciano. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a problème, c'est la santé, hein. C'est-à-dire, quand il y a inondation, quand il y a quelque chose quelque part, tu vas voir la gendarmerie, Oui. hein, la santé, la Croix-Rouge, c'est santé. C'est-à-dire que c'est le système santé, c'est ça, quoi. Mhm. Hein. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand tu es dans la santé, il faut savoir c'est que tu es trop exposé parce que quand même il y a inondation, ta maison même est inondée, tu es obligé peut-être de laisser ta famille et de venir secourir d'autres personnes. Voilà. Ce n'est pas comme l'enseignant. Si l'enseignant, il y a inondation, bon, on ne va pas m'appeler pour faire quoi. Moi, je m'en vais. Mais quand tu es du domaine de la santé, hein, tu dois venir, c'est que c'est toi qui es appelé, parce que c'est pourquoi j'ai aimé la définition de la santé. On a parlé du bien-être. Donc, ça C'est veut dire que ça. quand tu es du domaine de la santé, ce n'est pas seulement administrer les médicaments, hein, c'est que tu dois veiller au bien-être des populations. Et raison pour laquelle le plan communal de sauvegarde
en tant que professionnel de santé, tu dois participer. Parce que si tu es dans le milieu et que la crise survenait, tu es impliqué. Donc, c'est pourquoi, dans la réalisation de ce plan communal, bon, heureusement qu'aujourd'hui, bon, au Togo, on a des mairies, hein. On a des mairies. Et je pense que aussi, et au niveau de la santé, c'est comme on a des directions préfectorales, voilà, tout ça. Donc, ça veut dire que mais la direction préfectorale, bien avec ses mairies, peuvent déjà penser à ce plan. Bon, les communes qui n'en ont pas, il suffira, voilà, qu'on organise des ateliers pour les sensibiliser à avoir leur plan communal. C'est ça. Parce que quand il y aura crise, c'est que le professionnel de la santé sera devant pour le bien-être de la population. Donc moi, je pense que ce que j'ai mis ici, ce n'est pas trop gros. Peut-être au niveau individuel, c'est trop gros. Mais déjà, quand on parle de la direction préfectorale de la santé, voilà, qui est composée quand même des professionnels de la santé, ils peuvent déjà, comment je vais proposer, voilà, ils peuvent déjà proposer des choses, voilà, aux communautés pour la gestion future des crises. Voilà. Donc, ce que, en fait, j'ai dit ici, ce n'est pas peut-être apprendre individuellement, mais peut-être prendre individuellement et proposer. Parce qu'aujourd'hui, changement climatique et santé, c'est maintenant que nous, on commence par y rentrer. Et je pense que ces formations vont permettre aux professionnels d'avoir quand même une idée, voilà, de comment maintenant ils peuvent faire face à des problèmes qui peut faire à des problèmes qui sont liés aux effets et aux impacts du changement climatique. Donc là, c'est pourquoi j'ai dit au début que ils ont du boulot en fait. Ils ont du boulot. Ça, ne nous voyons pas la face. Et parce que notre bien-être dépend d'eux. C'est Merci. ça. Mais merci. Il y a une question de Monsieur Michael Chombani. Il dit, je sensibilise la population pour leur montrer le danger lié à l'inondation, mais elle n'a pas le moyen financier pour quitter la zone. En tant qu'acteur de santé, que faire? Bon, mon Et- cher et- Graciano, je n'ai pas compris. Ça dit qu'elle elle veut et- quitter le zone là et aller continuer la sensibilisation ailleurs, ou bien comment? non, non, je pense qu'il a levé la main. Monsieur Michael, est-ce que vous pouvez poser votre question de vive voix? Monsieur Michael? Bon, je relis la question. Il dit, je sensibilise la population pour leur montrer le danger lié à l'inondation, mais elle n'a pas le moyen financier pour quitter la zone. C'est-à-dire la population n'a pas les moyens financiers Ah, nécessaires ok. pour quitter la zone où se produisent les inondations en question. Donc, il Mhm. pose la question de savoir, en tant qu'acteur de santé, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? C'est très belle question, mais compliquée. Compliqué parce que vous savez, bon, il y a quand même des décisions qu'individuellement, on ne peut pas prendre. Parce que malgré tout, chaque pays a sa priorité. Donc peut-être nous ne pouvons faire que des propositions. Mm. Et pour faire déplacer tout un village ou bien toute une population, ça, je pense que ça ne peut relever que de l'effort de l'État, hein. Mais c'est pourquoi aussi j'ai dit, nous avons rencontré des communautés où l'État a créé d'autres sites. Mhm. Parce que presque chaque année, ils sont inondés. On leur demande de quitter là-bas. Ils disent non, que leurs ancêtres, ils ont leurs choses là-bas qu'ils ne peuvent pas quitter. Bon, ça, mon frère Glacial, comment on peut expliquer ça? Et chaque année, ils entendent l'intervention de la Croix-Rouge. Très bien. Voilà, vous comprenez ça aussi. Donc, bon, moi, je pense que la population n'a pas les moyens, mais peut-être en tant qu'agent de santé, bon, est-ce que au moins la population a l'envie, veut quitter là-bas d'abord? C'est un problème. Veut quitter, parce que c'est comme, il y a une histoire qui dit qu'il y a un projet
qui est venu faire forage dans un village. Alors que les femmes, elles font plus de 5 à 6 kilomètres pour aller puiser l'eau sale d'une rivière et revenir à la maison. Cher Graciano, tu te rends compte que le forage est là-bas, hein, mais les femmes, elles n'y vont pas. Oui. Elles préfèrent marcher ou aller là-bas. Parce que quoi, elles disent que c'est le seul moment où elles peuvent papoter entre elles. Mhm. Tu comprends un peu? Donc, c'est pourquoi, bon, des fois, bon, est-ce que la population et que notre collègue se sensibilise veut quitter d'abord les lieux? Voilà, ça c'est la question d'abord. Alors, je vois M. Dassileno qui s'impatiente et qui veut prendre la parole. Je note qu'il nous reste quelques 5, peut-être, avec des suppléments, et on peut terminer à 20h05 si possible, mais voilà. Et il ne nous reste plus assez de temps, donc vous devez être le plus succinct possible dans vos interventions. Monsieur Dassileno, Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. bonsoir. J'ai eu un peu de délestage. Ok. Euh, bon, par rapport à la question, c'est la question que je voulais poser, que Mm. mon prédécesseur a posée. Mais dans les cours précédents que nous avons fait, on avait étudié les déterminants sociaux de la santé. Ouais. Et c'est quand on parle d'acteurs de santé, ce n'est pas forcément le médecin qui vient injecter quelqu'un. Par rapport à la présentation aussi, même les enseignants sont concernés, pas forcément pour venir faire sauver les gens, mais le fait même d'enseigner les élèves ou bien les écoliers à la maison que nous sommes en période d'inondation, il faut faire ci, il faut faire ceci, sauf les parents même pour leur donner la santé. Maintenant, par rapport au déplacement des populations, nous pensons que l'autre fois, on avait dit que s'il y a possibilité, c'est de drainer, d'éviter de réparer ou bien par rapport aux constructions d'infrastructures. Mais si cela ne peut pas être possible, et on n'a pas à nul d'imposer, nul n'est tenu. On doit quitter le lieu et l'État doit quitter, faire partie des gens de gré ou de force. Parce que si leur vie est menacée, c'est de la responsabilité de l'État de savoir que non, cette zone n'est plus habitable. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quelqu'un que tu vas faire déplacer de son village, malgré tout ce qu'il a fait comme héritage ou bien laissé, quand vous ne lui donnez pas une petite compensation, c'est ça qui fait que les gens reviennent. Si vous allez les laisser seulement et qu'il n'y a pas d'accompagnement, je pense que ce déplacement peut causer des problèmes. Merci. Très bien, belle intervention, cher Dassileno. Merci infiniment pour cette intervention. Il y a M. Idrissa Merci. aussi qui veut intervenir. Ok, merci une fois de plus pour la parole. Je pense bien mon professeur a bien intervenu sur le côté politique. Oui. En plus de ça, il faut, si une communauté dit ah, on ne quitte pas ici, il faut forcément faire une étude anthropologique pour vraiment essayer de comprendre en profondeur pourquoi ils ne veulent pas quitter. Mhm. Sinon, si vous les déplacez comme ça, nous on en a vu ça tout récemment avec le projet Simandu qui vient de venir en Guinée. Ici, on déplace des communautés qui disent non, on ne quitte pas, parce que c'est notre communauté, y compris même le barrage hydroélectrique dans une région. Ouais. La communauté sait pertinemment que l'eau va engloutir le village, mais disent on préfère rester, puis c'est le village de nos ancêtres. Mm. Donc, si on ne fait pas une étude anthropologique pour comprendre réellement les vraies raisons pourquoi la communauté ne veut pas quitter, je pense bien ça ne pourra pas résoudre le problème. En plus de l'intervention politique, il faut aussi voir ce côté. Très Merci. bien. Merci, Monsieur Idrissa. Vous avez beaucoup de choses à partager avec nous, hein. Je le dis maintenant. Donc, ne soyez pas étonné que je rentre dans votre inbox pour vous solliciter pour d'autres choses. Ça, c'est sûr. Il y a Dr Tobosi qui a levé la main. Dr Tobosi, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais apporter deux anecdotes qui viennent en appui. Excusez-moi, je suis au bord de la route. Oui. Deux anecdotes qui viennent en appui à ce qui a été dit par rapport à la prise en compte des réalités communautaires sociales. Alors, le premier, c'est
par rapport à un cas où il y avait un besoin de latrines pour amener les populations à éviter de déféquer à l'air libre. Et ben, donc, on leur a construit des latrines sans passer par les premières interventions au niveau local, le chef de village, les délégués, les CDQ et autres. Et donc, les gens sont venus construire les latrines. Mais malgré ça, la population continue pas aller faire leurs besoins dans la forêt ou bien auprès des cours d'eau et autres. Et c'est après enquête que les gens leur ont dit que chez eux ici, excusez-moi, que d'abord la latrine, c'est un trou ouvert et donc deux trous ne peuvent pas se regarder chez eux ici. Donc on ne commande pas deux trous chez eux ici et donc ils peuvent pas aller se permettre d'aller déféquer dans la latrine. Mais c'est quand, en passant par les chefs villages et autres, on a réussi à convaincre ceux-là du bienfait de cette latrine-là, que petitement, les comportements ont changé et on est arrivé à avoir une bonne partie de la population qui va à la toilette. Seconde chose, par rapport au déplacement surtout, en dehors des compensations qu'on peut faire, en dehors des biens et autres que les gens vont laisser aller s'installer ailleurs, ces réfugiés climatiques-là, il y a une réalité culturelle, pas culturelle, culturelle, dont il faut aussi tenir compte, c'est souvent le fait que les gens ont enterré des choses dans leur maison, dans leur chambre, sous leur lit, qui leur permettent par exemple d'éviter telle attaque ou bien de réussir telle chose. Et donc, il y a des gens qui ne dorment jamais ailleurs, qui dorment toujours dans leur maison à cause de certaines pratiques. Et donc, demander à celui-là de laisser ses forces spirituelles et aller s'installer ailleurs sans tenir compte alors de ces réalités, ça amène parfois certains à s'opposer, à se déplacer. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Très bien, merci Dr Tobossi pour les anecdotes partagées avec nous. Voilà, Monsieur Assimadi, est-ce que vous voulez intervenir ou pourquoi vous avez activé votre caméra et votre micro? Non. Très bien. D'accord. Dr Eric, je te redonne la parole, peut-être pour conclure la Ok. session. Ouais. Ouais, d'accord, oui. Donc, c'est ça, je pense qu'il est l'heure. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va continuer. Je voudrais sincèrement remercier les participants pour leur intervention. Je suis très, très content et ça et mon frère Graciano, en tout cas, je ne cesserai de tirer chapeau, hein. Merci vraiment pour l'organisation de cette formation et à mes chers collègues, docteur Toby, bon, je sais pas, Dr et Tobossi. voilà, et aux madame, aux dames, voilà, merci à vous. Donc, on s'attrape demain. Cher Très bien. Graciano. Merci, Dr Eric. Je vois la main de Monsieur Amadou Touré levée et son micro déjà activé. Monsieur Touré, Voilà, allez-y. bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voudrais rejoindre l'autre intervenant, docteur, ce qu'il vient de souligner comme il faut toujours approcher les leaders communautaires. Donc, il y a un cas qui s'est passé au Mali. Il y avait une organisation et ils sont partis dans un village sans consulter les leaders communautaires directement et ils ont commencé à construire des latrines. Donc, ils ont construit des latrines. Après avoir construit, ils ont remarqué que les gens continuent toujours à aller déféquer à l'air libre. Ouais. C'est après avoir consulté les leaders communautaires, ils se sont rendus compte que chez eux, que quand on construit des latrines, on ne fait pas face à l'est. Quand les gens s'assoient pour faire des besoins, qu'ils ne doivent pas faire face à l'est, que c'est contre les traditions, que ça rend pauvre. Voilà, c'est ce Très que je bien. voulais, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, Monsieur Touré. Voilà. Je pense que ce sont des réalités qui nous poussent aujourd'hui à dire que
le professionnel de santé n'est plus seulement un acteur qui vient pour donner des soins lorsque les gens sont malades. Il reste seulement dans son cabinet. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui pour voir comment amener petit à petit les professionnels de santé. Nous savons déjà que les médecins, généralement, pour la plupart, ils ont beaucoup de responsabilités très rapidement. Mais le personnel soignant, je veux dire infirmier, sage-femme ou accoucheuse ou aide-soignant et tout, on a tendance plutôt à rester dans notre coin parce que pour nous, il faut faire les soins, il faut s'arrêter là, vérifier, prendre les paramètres. Mais lorsque nous allons dans les formations sanitaires, dans les périphéries, les mêmes personnes sont des responsables de formation sanitaire, des responsables des unités de soins comme la maternité, les soins infirmiers et tout. Et en même temps, nous avons une mission, celle d'éduquer la population, celle de promouvoir la santé au sein de nos aires sanitaires. Et dans ce sens-là, nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans nos bureaux pour dire que c'est seulement quand les gens viennent consulter, on va s'arrêter là. On comprend qu'il y a des défis structurels que nous devons gérer, mais en même temps, nous comprenons aussi que pour assurer le bien-être de nos populations, il va falloir à un moment donné comprendre quels sont les enjeux actuels de la santé et comment on fait pour aller vers la population pour faire un, c'est-à-dire pour être en complicité avec la population, de sorte que vos interventions, vos planifications puissent avoir des succès concrets sur le terrain. Donc, la question n'est plus seulement de rester dans son bureau pour consulter, mais d'aller vers la population pour lui donner la connaissance qui lui manque pour que la population puisse prendre les bonnes décisions au bon moment pour leur propre bonne santé. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre participation à cette session de ce soir et on se dit à demain à la même heure à 18h GMT. Non, à 17h45 GMT parce que vous vous connectez trop en retard. Donc 17h45, c'est mieux pour qu'on puisse démarrer effectivement à 18h. Merci au docteur Yao pour son intervention du jour et demain, on va terminer avec lui. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à demain. Bye bye. Stanislas, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, je pense que c'est bon. C'est Ok, dit à demain. d'accord. Non, remets ta caméra, Stanislas, un moment. On va prendre une photo. C'est bon. Merci bien. À demain.